tiens tout d'abord à vous remercier toutes et tous pour votre présence en ces temps forts, pour notre université, pour notre territoire et pour notre département. Ce temps que constitue cette deuxième rentrée solennelle des masters de l'université de Nîmes, que j'ai l'honneur d'ouvrir. Alors je crois que ce moment est d'une particulière importance et qu'il fallait qu'il persiste. Et il est important, et il fallait qu'il persiste pour une raison simple. Parce qu'il fait partie, vous le savez, de ces événements qui ponctuent notre année universitaire, mais surtout qui donnent une âme, qui donnent un esprit à notre université et à notre département. Et cette âme, là aussi, vous le savez très bien, elle est dans nos habitudes, on la trouve dans nos habitudes, dans nos traditions, nos rites, nos uniformes aussi, nos symboles, et aussi dans tous les événements qui ponctuent officieusement aussi parfois, notre année universitaire et cette année de ceux et celles qui font l'université, c'est-à-dire les enseignants-chercheurs, le personnel administratif et vous, chers étudiants. Or, certains de ces événements sont ponctuels et d'autres doivent tendre à devenir presque, je dirais, éternelle, et espérons que cette rentrée solennelle fasse partie plutôt de cette seconde. Mais dans l'un ou l'autre cas, ils concourent tous à fédérer et à renforcer un peu plus le sentiment d'appartenance et l'identité surtout de notre université de Nîmes. Et ça c'est important parce que quoi qu'on en dise, notre université et nos masters surtout sont relativement jeunes et nous avons tous besoin, enseignants-chercheurs comme étudiants, de tels événements qui permettent de nous affirmer et de nous ancrer un peu plus sereinement dans notre territoire. Alors je disais l'an passé, presque jour pour jour, que d'innombrables choses restaient à faire, que des chantiers devaient être menés. Et un an après, je pense que nous pouvons être heureux, et je suis heureux de voir que les choses avancent, et que des chantiers ont bel et bien été menés à terme, avec une passion, une détermination et une opiniâtreté qui est remarquable et qui font l'honneur de ce département et le tirent sans conteste vers le haut. Alors de ces chantiers qui ont été menés cette année passée, alors j'en citerai trois. Le premier est d'abord, et sans doute le plus remarquable, la création d'un tout nouveau master, donc un nouveau-né au sein de notre département, parcours management et prévention des risques. Donc la première promotion est parmi nous aujourd'hui et qui a été créée alors, sous l'impulsion et la détermination de M. Marc Oliveau, qui a su avec courage et détermination déjouer tous les pièges bureaucratiques qui se sont dressés devant lui, et il faut le remercier pour cela. Alors l'enrichissement de notre offre de formation est sans aucun doute la marque que notre département est extrêmement dynamique et c'est aussi la marque de l'attractivité de notre département. Alors ensuite, deuxième réussite, je vais développer un petit peu plus, la pleine réussite de l'ouverture du Master 2 droit public des affaires locales à l'apprentissage. Alors j'interpellais l'an passé les étudiants de ce master, alors, du Master 2, certains sont ici parmi nous, sur le fait que la réussite de ce passage dépendait en grande partie d'eux, qu'ils avaient entre leurs mains une lourde responsabilité. Et aujourd'hui, je pense que nous pouvons sans embâche les féliciter et leur dire qu'ils ont admirablement accompli la tâche que l'université leur a confiée. Alors, ils ont admirablement ouvert la voie à l'apprentissage aux autres promotions. Alors, pourquoi est-ce une réussite? En premier lieu, au regard du nombre d'apprentissages. Alors 18 l'année dernière, 19 cette année, peut-être que ça va évoluer encore, ce qui est beaucoup, ce qui est même énorme pour une deuxième année d'ouverture à l'apprentissage. Alors ça montre beaucoup de choses. Déjà, ça montre qu'il y a un besoin de nos collectivités, de nos partenaires, de nos acteurs économiques sur notre territoire, et que l'université répond à ce besoin. Donc que l'université est aussi tournée vers l'extérieur, vers notre territoire. C'est une très bonne chose. En deuxième lieu, c'est une réussite parce que sans la moindre exception, l'ensemble des maîtres d'apprentissage ont mis l'accent sur l'implication de nos étudiants dans leur structure d'accueil et leur entière satisfaction. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. Et en témoigne une chose, c'est que peut-être un peu moins, mais beaucoup, je crois 9 étudiants qui étaient en apprentissage se sont vus proposer directement par leur structure d'accueil un contrat
de travail, donc c'est-à-dire sans passer par une période de recherche d'emploi, donc ce qui est vraiment, vraiment remarquable. Enfin, en troisième lieu, au-delà des compétences acquises par nos étudiants lors de leur apprentissage et lors de cette année universitaire, c'est à l'aune de l'épanouissement de nos étudiants que la réussite de ce projet, de l'ouverture à l'apprentissage, doit être jaugée. Et je crois pouvoir dire que nous avons eu cette année des étudiants pleinement épanouis et heureux d'apprendre. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est extrêmement important pour nous. Alors pour finir sur ce point, je dirais qu'il ne fait aucun doute que les prochaines promotions de notre master iront encore plus vers le haut, cette formation, et pour ça, j'en ai aucun doute. Enfin, et troisième chantier qui a été mené, la réussite du diplôme universitaire secrétaire de mairie qui a été mené par M. Nicolas Font, et ça constitue du coup ce troisième chantier. Il a été mené en raison du constat d'un besoin de formation de la part de ces agents publics clés, de ces structures locales, de ces collectivités locales. Et donc ce diplôme universitaire démontre, comme pour l'apprentissage, que notre département est plus que jamais tourné vers l'extérieur et qu'il est attentif aux besoins de son environnement et que le triptyque université, acteurs économiques, collectivité territoriale est extrêmement vertueux, il faut appuyer ce point, et qu'il doit être conforté. Alors je finirai ce discours déjà trop long en remerciant monsieur le professeur Gilles Martin pour sa présence parmi nous, qui nous honore, mais aussi pour le choix du sujet. Le choix du sujet qui transcende, encore une fois, comme l'année dernière, l'an passé, notre dichotomie entre droit public, droit privé et même sciences de gestion. Aujourd'hui, sujet qui interroge, qui est extrêmement d'actualité. Alors pour le droit administratif, on a eu quelques affaires, l'affaire du siècle devant le tribunal administratif de Paris, l'affaire Grande-Sainte. En droit privé, les affaires sont encore plus nombreuses. Mais ce sont des affaires qui interrogent le rôle du juriste et le rôle du juge, surtout, face à l'un des plus importants défis qui se dressent aujourd'hui devant nous et qui pose la question de savoir si le juge a un rôle à jouer sur ce défi et s'il peut être amené à changer les choses sur ce point. Mesdames et messieurs, nous avons finalement sur ce territoire toutes les forces pour faire de nos masters, de nos 3 masters de notre département, des références, pour autant que nous en ayons chacun et chacune conscience et que nous manifestions notre intérêt pour porter ensemble une ambition commune, ce qui est le cas, on le voit dans le cadre de l'unité qu'il y a dans ce département, et j'en suis extrêmement heureux. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Eh ben, merci beaucoup Jérémy, cher professeur, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants. Je ne saurais vous dire à quel point je suis fier et heureux d'être à ce pupitre aujourd'hui. Parce que, en effet, comme l'a dit Jérémy, on avait un gros enjeu qui était notamment d'offrir une poursuite d'études aux étudiants issus de la licence AES. Et merci pour les honneurs, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu un énorme travail de fait en interdisciplinarité avec tous les collègues ici présents et que je remercie pour la construction d'une maquette et d'une offre de formation qui mène à l'ouverture d'un nouveau master, le master Administration économique et sociale, parcours, management et prévention des risques. Et la création de ce master, c'est un accomplissement pour notre département, et ce à plusieurs niveaux. Comme je le disais, il complète notre offre de formation, mais surtout, il montre la capacité que l'on a à développer de nouveaux projets. Et ces nouveaux projets, on en développe au quotidien. On continue à en développer, c'est pas parce qu'on ouvre un Master 1 cette année qu'il n'y aura pas d'autres projets derrière. On a une licence pro potentiellement en création autour des questions relatives au droit de l'immobilier. On a des diplômes d'université en médiation et négociation qui sont aussi en cours de création, ou en tout cas dont l'ingénierie pédagogique est en cours de réflexion. Et tout cela montre à quel point, comme le soulignait M. Bousquet, nous sommes à la fois
en plein développement. Nous travaillons en interdisciplinarité et en bonne intelligence, en témoigne la maquette de nos formations, mais surtout à quel point nous savons aujourd'hui nous préoccuper des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et j'aimerais très rapidement revenir sur ces points-là, parce que toutes les formations présentes ici aujourd'hui répondent à des enjeux de société qui sont vraiment importants. Je commencerai par le master enseignement clinique du droit des affaires, le master droit privé. Si on en croit Madame Chantal Arens, la première présidente de la Cour de cassation jusqu'en juillet, qui a ouvert notre rentrée solennelle avec les licences 1, droit et AES ce lundi, aujourd'hui, avoir des magistrats, notamment en droit privé et surtout en droit des affaires, est un réel enjeu extrêmement important. Les chiffres qu'elle nous a donnés sont extrêmement inquiétants, pour ne pas dire alarmants en la matière. Et du coup, le droit des affaires ne mène pas qu'à l'avocature, je me fais son messager, ne mène pas qu'à l'avocature. Sachez-le, il y a des enjeux en la matière. Pensez aussi à la magistrature, c'est un enjeu de société pour la France de demain. Comme l'a souligné M. Bousquet avec la création du DU secrétaire de mairie, on a aussi des gros enjeux dans les collectivités. Alors là, je vais faire mon manager public de service, mais on a besoin de cadres dans les collectivités territoriales françaises. Le master, eh ben oui, le master droit public des affaires locales forme directement à ça. Vos métiers de demain répondent déjà à un besoin d'aujourd'hui. Donc ne vous y trompez pas, la dimension professionnalisante de l'Université de Nîmes est omniprésente dans les cursus de formation du département droit, économie, gestion. Et dans ces deux masters, il y a déjà énormément d'emplois et énormément de besoins. Si j'en finis sur mon bébé actuel, le master management et prévention des risques, je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que les crises sociales, sanitaires, environnementales, économiques, et ce matin à la radio on parlait de crise énergétique aussi, ne laisse plus à démontrer le besoin aujourd'hui de savoir prévenir et gérer ces risques dans les organisations. Aujourd'hui, ouvrir un master en management et prévention des risques, c'est répondre à des enjeux sociétaux qui vont nous préoccuper pendant toutes les décennies qui viennent. Donc, je suis vraiment ravi aujourd'hui de pouvoir évoquer ces points-là avec vous, car vous êtes, et je mesure le poids de la responsabilité que je fais peser sur vos épaules avec mon discours, hein, mais c'est bien que vous en soyez conscients, parce que le niveau d'exigence sociétale en est à la hauteur. Et du coup, ce message de pré-rentrée était le suivant: nous comptons sur vous pour l'avenir, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je vous remercie pour ces moments. Je vais laisser la parole à notre directrice de département, Madame Monteillet, qui va vous présenter le professeur Martin et les fondements de son intervention, très probablement. Merci beaucoup. Monsieur le professeur, cher Gilles, merci véritablement de nous faire l'honneur, mais aussi pour ma part l'amitié de vous joindre à cette rentrée. Alors j'interviens en troisième, en dernier, et c'est une place confortable tellement mes collègues ont déjà bien dit tout ce qu'il y avait à dire à votre attention. Tout a été parfaitement dit, donc je me contenterai de quelques mots choisis. Donc le premier, c'est bienvenue. Je crois que c'est cette circonstance. Bienvenue donc aux primo entrants en master, et bienvenue en particulier à ceux qui intègrent la promotion du master mention AES de management et prévention des risques. Donc bienvenue, ça c'est le premier mot. Un autre mot pour vous exprimer finalement ce que je ressens, c'est en qualité de directrice de département, je ressens véritablement du plaisir à être là aujourd'hui pour montrer toute la dynamique que l'on essaie d'impulser dans le département de droit, économie, gestion. C'est un plaisir de voir que l'on puisse travailler en synergie
tous ensemble. Et l'idée de cette rentrée solennelle mutualisée, à la fois droit public, droit privé, bien qu'il y ait ce clivage parfois fantasmé entre ces deux disciplines du droit, auquel, dans le département, on y ajoute les sciences gestion, horreur pour les juristes. Donc, on a cette volonté de travailler ensemble et l'idée de cette journée, c'est de pouvoir aussi impulser une dynamique entre vous, chers étudiants, chères étudiantes, que vous puissiez vous connaître, vous côtoyer durant ces 2 années et pour ceux qui sont en 2e année, profiter de cette dernière année pour vous ouvrir aussi aux autres disciplines. Donc bienvenue, beaucoup de plaisir et de joie pour moi d'être là. Un petit mot en lieu et place cette fois-ci de Madame Partica qui n'a pas pu se joindre à nous, qui est co-directrice du master enseignement clinique des affaires et qui avait pour coutume de faire le discours d'accueil pour les étudiants du master Éclat. Alors le master Éclat, il existe depuis un certain nombre d'années. Son défi, c'est de pouvoir se renouveler. Et il se renouvelle grâce aux étudiants et il se renouvelle aussi grâce au travail de l'équipe pédagogique qui entend pouvoir nouer des partenariats, imprimant un peu plus encore la dimension clinique dans l'enseignement du droit des affaires. Alors, on connaît l'enseignement clinique désormais, hein, c'est un usage dans les facultés de droit qui est assez développé. Nous avons fait le choix d'un enseignement clinique à plusieurs égards, à plusieurs niveaux. Un enseignement clinique d'abord par une implication forte des professionnels du secteur, donc du territoire. Hein, cela a été remarqué par Jérémy Bousquet. Notre force à l'université de Nîmes, c'est d'être partie intégrante de notre territoire. Et donc nous avons cette chance de pouvoir bénéficier de l'expertise d'avocats ou de magistrats, d'huissiers, enfin tous les métiers gravitant autour du milieu des droits des affaires qui directement viennent enseigner à nos étudiants sur pièce. Donc avec cette particularité, c'est-à-dire de venir avec des dossiers, de les dépouiller ensemble et de pouvoir ensuite retirer des éléments, que ce soit sur la procédure qui fait souvent défaut ou sur le fond. Autre perspective de partenariat, c'est le partenariat que l'on a noué l'année dernière avec l'université de Montpellier, avec la clinique juridique de la faculté de droit de Montpellier, permettant à nos étudiants finalement spontanément de pouvoir s'y investir. Donc c'est un autre axe qui est tout nouveau et qui repose nécessairement sur votre propre implication en tant qu'étudiant, puisque là c'est sur la base du volontariat que l'on propose cette participation à la clinique juridique. D'autres partenariats sont aussi à l'œuvre, puisque l'année dernière nous avons conclu un partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprise, permettant à nos étudiants de participer au programme qui s'intitule le droit en action. Donc les entreprises du territoire sont adhérentes à la FJE et soumettent finalement des problématiques qu'elles rencontrent au quotidien dans la structure, et les étudiants sont amenés à travailler en groupe pour répondre très concrètement à ces problématiques qui ont été décelées in vivo, donc dans la pratique, par les entreprises. Et nous avons d'autres projets, dont l'un qui me tient particulièrement à cœur, et ce sera l'un des projets de concrétisation, je l'espère, cette année, mais qui dépendra là aussi de votre implication, chers étudiants du Master Éclat, c'est de pouvoir mener un projet avec l'Institut Nîmois des avocats conseils, donc spécialisé en droit des affaires, qui est rattaché au barreau de Nîmes, et qui permettrait aux étudiants volontaires de pouvoir participer à des permanences selon un calendrier que nous aurions fixé, ainsi qu'à d'autres missions de l'INAC, de cet Institut Nîmois des avocats conseils, à savoir tout ce qui est conseil aux entreprises qui se montent, donc qui se créent sur le territoire en partenariat avec la CCI. Donc autant de partenariats permettant de déployer cette empreinte clinique du droit des affaires sans basculer, contrairement à nos homologues publicistes, vers l'apprentissage. Et ce sera peut-être, en voyant les retours d'expérience extrêmement positifs pour cette formation, ce sera peut-être quelque chose que nous envisagerons aussi en droit privé.
Donc des défis aussi, hein, c'est l'un des termes que je voulais évoquer. Vous souhaitez la bienvenue, vous véhiculez tout le plaisir et la joie que j'ai d'être parmi vous. Vous montrez aussi que les défis sont nombreux et insistez au final sur un point. L'entrée en master et les 2 années de master constituent en définitive une période charnière. Vous êtes tous et toutes titulaires d'une licence. Et à l'issue de votre cursus master en 2 ans, vous allez alors soit poursuivre en doctorat, pour ceux qui ont une dose d'inconscience, et soit vous insérer dans la vie professionnelle, passer des concours divers et variés. On sait que les débouchés dans les disciplines droit, économie, gestion sont extrêmement divers. Donc vous avez déjà choisi les bonnes branches. Vous êtes dans une période charnière, véritablement. Vous avez certains acquis. Il va falloir les consolider, première année de master. Il va falloir aussi vous projeter vers l'avenir, seconde année de master. Année charnière, puisque pour la très grande majorité d'entre vous, ce seront vos dernières années universitaires. Donc j'insisterai sur un point, profitez de ces années universitaires, ce sont de belles années. Vous êtes dans des conditions d'enseignement en petite promotion qui sont absolument fabuleuses pour pouvoir réaliser toutes les ambitions que vous avez pour votre avenir. Cher Gilles, merci de votre venue. Donc Gilles Martin est professeur émérite à l'université de Côte d'Azur, puisque c'est désormais le nom consacré qui fait rêver. Hein. Éminent spécialiste du droit de l'environnement, thèse pionnière dans les années 70 en droit de l'environnement, maître d'œuvre du code de l'environnement, maître aussi d'ouvrage dans la structuration d'un véritable droit économique de l'environnement. Les écrits du professeur Martin sont nombreux. Avocat pendant de très longues années, encore conseiller à ses heures perdues, et encore président donc du conseil scientifique du parc national de Port-Cros, qui l'occupe très largement. Donc éminent spécialiste de cette matière environnementale, avec la proposition d'un sujet qui est ici retranscrit, la personnalité juridique des entités naturelles et la réparation des préjudices écologiques. Sous-titre, faux débat, vrais enjeux. Faux débat, Gilles Martin aura l'occasion de défendre ce point de vue, cette thèse qui l'anime, et de véritables enjeux sous-jacents. Monsieur Oliveau l'a évoqué, des enjeux de société structurants pour nos sociétés. Et donc, il ne faut pas, à mon sens aussi, se tromper des véritables enjeux derrière peut-être ces faux débats. Je vous remercie pour votre présence et vous laisse immédiatement la parole. Bien, Madame la doyenne, chère Vanessa, je suis vraiment ravi, laissez-moi quelques secondes pour dire combien je suis heureux d'être parmi vous à Nîmes, où je vous retrouve après vous avoir connu au moment où vous souteniez votre thèse. Vous avez évoqué la petite dose d'inconscience qu'il faut pour faire un doctorat. Vous aviez cette dose d'inconscience, mais vous aviez aussi cette immense rigueur qui fait que je peux dire aux étudiants qui se lanceraient dans cette direction qu'avant de commencer une thèse, il faudra lire la thèse de Vanessa Monteiller, qui est un modèle du genre. Voilà. Je l'ai dit, elle s'est bouchée les oreilles pour que sa modestie ne soit pas atteinte. Je suis également heureux de rencontrer des collègues que je ne connaissais pas, d'apprendre tout ce que vous faites et l'esprit dans lequel vous le faites. Et puis évidemment ravi, mais ça c'est, je pense que ça ne disparaîtra qu'au moment de ma disparition personnelle, de rencontrer des étudiants, puisque même si, vous savez que professeur émérite, ça veut dire professeur vieux, donc je suis dans ce cas-là, mais j'ai toujours
eu un rapport et un plaisir immense à enseigner. Et donc, évidemment, je suis content qu'on me donne l'occasion de revenir parler à des étudiantes et à des étudiants. Alors, parler de quoi? Eh bien, parler de ce sujet, la personnalité juridique des entités naturelles. Je reviendrai ensuite sur la réparation des préjudices écologiques, parce que c'est un sujet qui, depuis quelques années, mais surtout quelques mois, gagne la place publique. On trouve, j'ai ici amené des petits éléments, la semaine dernière, au festival Climax organisé à Bordeaux, entre la fac de droit et Sciences Po Bordeaux, on a organisé un événement qui s'appelle la controverse de la Garonne, pour savoir s'il fallait reconnaître la Garonne comme un sujet de droit et lui donner des droits en tant que personne juridique. Le Monde de juin 1922, Marine Calmet, qui est une avocate, qui écrit « Reconnaître des droits à la nature, c'est amorcer une révolution démocratique » et qui plaide pour la reconnaissance de la personnalité juridique des entités naturelles. La déclaration de droit de l'arbre, adoptée à l'Assemblée nationale le 5 avril 2019, qui dit que les arbres ont droit au respect de leur intégrité physique, aérienne, souterraine, etc. L'arbre doit être considéré comme un sujet de droit. Le magazine Le Monde, cette fois-ci, de cet été encore, le combat du fleuve qui parle. C'est un combat qu'ils évoquent à propos d'un fleuve corse, le Tavignane, qui, là aussi, donc, fait l'objet de 4 pages dans le magazine Le Monde. Donc c'est un sujet qui monte et qui, j'allais dire, envahit un peu l'espace, qui devient à la mode. Je redoute un peu ces effets de mode et c'est ce que je vais essayer de vous dire. Alors d'abord, j'espère que je vais appuyer sur la bonne flèche. Non, justement. Non. Si? Ah bon, pardon. Oui, pardon. Mais ça ne change pas la... Alors là, je vous laisse manœuvrer, parce que justement, mon grand âge fait que je suis peu à l'aise avec ça. Ah, mais formidable. Alors, il faut que je fasse... C'est tout. D'accord, très bien, parfait. Oui, alors, quel est le propos quand l'on prétend vouloir soutenir l'idée que les entités naturelles, les fleuves, les montagnes, les arbres, etc., doivent se voir reconnaître la qualité de sujet de droit? Eh bien, en fait, le propos, c'est de redistribuer les cartes, comme je l'ai écrit ici, au sein de la distinction entre sujet de droit et objet de droit. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette distinction, sujet de droit, objet de droit, mais il s'agit de répartir au sein de cette distinction, qui est une distinction très ancienne, qui existe en droit romain, qui existe évidemment, qui est affirmée clairement dans le Code civil, c'est un peu moins clair dans l'ancien droit. Donc il s'agit au sein de cette distinction de modifier, j'allais dire, la répartition. Comment? Eh bien, en faisant passer les entités naturelles, les arbres, les fleuves, les animaux, etc., au rang de personnes juridiques, c'est-à-dire de sujets de droit, à côté des personnes physiques et des personnes morales qui, pour l'instant, bénéficient seules de ce droit, de ce statut. Donc, vous voyez la grande distinction sujet-objet et le propos, faire monter certains objets de droit, les entités naturelles, dans la catégorie des sujets de droit. Et pourquoi? Eh bien, d'abord, pour reconnaître ce que les tenants de cette thèse appellent leur valeur intrinsèque. Ces entités naturelles ont une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur en elles-mêmes, indépendamment des intérêts de leurs propriétaires, de leurs gestionnaires, indépendamment des intérêts humains. Le fleuve a des intérêts qui sont à lui
et qui n'appartiennent pas ni à la collectivité territoriale, locale ou à l'État sur le territoire duquel il coule, et pour un arbre, des intérêts qui n'appartiennent pas aux propriétaires de l'arbre, ni aux propriétaires ou aux gestionnaires du milieu. Ça, c'est le premier objectif. C'est un objectif symbolique, philosophique, on dirait, hein, reconnaître la valeur intrinsèque des éléments du vivant hors humain. Et puis, un autre objectif, qui est un objectif plus opérationnel, c'est garantir de manière plus efficace leur protection. Et donc permettre de mieux lutter contre les atteintes. Voilà quel est le propos. Alors, ce propos... Alors, attendez, je suis pas sûr. Voilà, je vais finir par maîtriser. D'où vient cette idée? À l'époque moderne, on va s'en tenir là, à l'époque moderne, cette idée est présente dans la proposition d'un professeur américain, Christopher Stone, qui écrit en 1972 un article dans une revue américaine, la Southern California Review, cet article, en français, « Les arbres doivent-ils avoir le droit de plaider vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels », qui est paru en français, d'abord en 2017 avec une préface de Catherine Larère, et qui vient d'être republié avec une préface beaucoup plus militante et, à mon avis, beaucoup moins intéressante de Marine Calmet. Mais vous ne lui direz pas que je ne la trouve pas intéressante, mais c'est le cas quand même. Alors, ce professeur n'est pas du tout un professeur de droit de l'environnement. C'est un professeur qui enseigne un cours de droit de la propriété à des étudiants américains. Et devant un amphithéâtre qui s'endort gentiment en écoutant des leçons sur le droit de propriété, il essaie de réveiller cet auditoire en leur disant « Mais que faudrait-il pour pouvoir protéger efficacement les arbres, les animaux, des choses qui, de ce type-là » Et comme tout mauvais professeur, il fait la réponse avant que les étudiants ne lui répondent, et il leur dit, eh bien, il faudrait les reconnaître comme des sujets de droit. Alors, en 72, les étudiants le regardent avec des grands yeux en disant, bon, c'est bien, mais enfin, il va être bientôt professeur émérite, peut-être qu'il commence à perdre un peu la tête. C'est un propos un peu curieux. Donc, il a plutôt il voit bien dans les yeux des étudiants quelques réserves. Et alors, il se lance dans des recherches pour essayer de voir s'il n'y a pas un cas en jurisprudence ou qui est en train d'être débattu qui pourrait nourrir sa thèse. Et il découvre effectivement une affaire qui est en train d'être débattue. C'est la société Walt Disney qui est en train de monter un projet de développement à la Disney, si je puis dire, au sein d'une forêt de séquoias aux États-Unis. Et il y a une association qui attaque ce projet et qui va devant les juges en disant qu'il faut absolument défendre cette forêt de grands arbres et qu'on ne peut pas autoriser Disney à faire n'importe quoi dans ce milieu. Et les juges qui statuent disent certes, les arbres vont subir un préjudice, mais vous, association, ce n'est pas un préjudice personnel. Ce n'est pas un préjudice qui vous affecte en tant qu'association, c'est un préjudice qui touche au milieu naturel, aux arbres, et par conséquent, vous n'êtes pas recevable à agir. Alors, l'affaire est portée devant la Cour suprême, et on en est à ce moment-là quand Stone a cette idée, et donc il écrit un article, cet article, pour soutenir le point de vue que, oui, bien sûr, mais il faut reconnaître des droits aux arbres, aux séquoias en l'espèce, pour leur permettre de se protéger, si je puis dire.
Et avant même la publication de l'article, il va remettre l'original du texte à des juges de la Cour suprême en espérant les convaincre. La Cour suprême se prononce, elle rejette la requête de l'association, mais néanmoins, il y a, vous savez que c'est le cas aux États-Unis, il y a 3 juges qui expriment une opinion dissidente. C'est un très beau mécanisme, entre parenthèses, qu'on aurait intérêt à importer. C'est que des juges minoritaires peuvent expliquer pourquoi, dans la décision, ils ont une opinion minoritaire, qui donc n'a pas retenu l'accord du tribunal, mais qui a néanmoins été exprimée. Et ces 3 juges expriment cette idée qu'évidemment, la seule façon de s'en sortir serait de reconnaître des droits aux arbres, aux rochers, aux montagnes, aux animaux, etc. Voilà d'où vient ce propos. Alors, j'ai noté, mais c'est presque une petite boutade, que dans la traduction française, les arbres doivent-ils avoir le droit de plaider vers la reconnaissance de droits juridiques aux objets naturels. Vous voyez, droits juridiques, il y a donc des droits qui n'en sont pas. Ça marche du premier coup. Quels sont les arguments en faveur de cette thèse développée par Stone, hein, là j'en suis toujours à ce stade-là. Quels sont les arguments? Eh bien, il dit 2 choses principalement. La première, c'est que l'extension de la personnalité juridique a été constante dans l'histoire. On a reconnu la personnalité juridique aux anciens esclaves qui ne l'avaient pas. On a reconnu la personnalité juridique aux enfants, aux femmes, même aux femmes. On a reconnu la personnalité juridique à des associations, à des sociétés commerciales. Donc, de tout temps, le mouvement a été d'une extension de la personnalité juridique. Et Stone nous dit, eh bien, aujourd'hui, c'est au tour des entités naturelles de bénéficier de ce mouvement. Et de tout temps, il y a eu des résistances extraordinaires. On s'est opposé à ce que les esclaves soient reconnus comme des sujets de droit libres. On s'est opposé, et je plaisantais à l'instant, mais on sait bien quel a été le combat des femmes pour se voir reconnaître des droits pleins de sujets de droit, etc., etc. Donc il dit, ben, aujourd'hui, l'enjeu, ce sont les entités naturelles. Et il développe un peu ce point de vue en disant, en réalité, pour que une entité naturelle soit bien défendue, il faut 3 choses. Il faut réunir 3 choses. D'abord, il faut que cette entité puisse plaider en son nom. Et ça, c'est l'exemple des séquoias. Les séquoias n'ont pas pu plaider en leur nom. C'est une association qui a plaidé en son nom pour les séquoias, et les juges ont écarté la demande parce que l'association n'avait pas subi un préjudice personnel. 2, il faut que ces entités naturelles qui plaident en leur nom le fassent pour défendre leurs intérêts, et non pas les intérêts de leurs propriétaires, de leurs gestionnaires, ou les intérêts humains qui sont derrière elles. Et enfin, 3, il faut qu'elles puissent, lorsqu'elles ont subi une atteinte, obtenir une réparation pour elles-mêmes, et non pas, là encore, pour leurs propriétaires ou leurs gestionnaires. Il faut que ce soit, et voilà le thème qui apparaît, l'idée très forte, et je dis bien très forte, et ici, là, je n'émets aucune réserve, c'est l'idée forte de la valeur intrinsèque. Les entités naturelles ont une valeur en elles-mêmes, indépendamment des intérêts humains de leurs propriétaires, de leurs gestionnaires qui sont derrière. Cette idée, née donc en 1972 dans cet article de Stone, elle connaît un développement. Alors elle connaît d'abord un développement, à l'époque contemporaine, en doctrine, avant tout chez des non-juristes. Personne n'est parfait, mais il existe des non-juristes. Notamment chez les anthropologues, comme par exemple Valérie Cabanès, ou Cabane, je ne sais pas. Valérie Cabanès qui intervient dans tous les médias sur ce sujet et qui est toujours présentée comme juriste, spécialiste de droit international et de droit humanitaire. Toujours. Vous pouvez chercher sur Google, vous travaillez Valérie Cabanès et vous avez juriste spécialiste de droit international et de droit humanitaire.
Et ça m'a toujours un peu étonné, parce que je me suis dit, mais pourquoi elle se présente comme juriste? Elle est prof où? Ou bien directrice de recherche où? Ou bien avocate à quel barreau? Ou bien magistrate dans quel tribunal? Bref, j'ai cherché un peu. Et Valérie Cabane a en réalité fait une maîtrise d'anthropologie au sein de laquelle elle a suivi un semestre d'anthropologie du droit. Voilà. Donc c'est la juriste spécialiste au droit international, droit humanitaire, qui a donc fait un semestre de droit dans sa maîtrise d'anthropologie. Mais qui manifestement, moi ça me gêne pas, je veux dire, mais je vois pas pourquoi le cacher, pourquoi se présenter comme juriste alors qu'elle n'est pas juriste. Vous avez des ethnologues, des sociologues, des philosophes, comme Catherine Larère que j'évoquais à l'instant, avec des tas de nuances dans leur position, je n'entre pas dans le détail, mais qui défendent quand même ce point de vue. Et puis vous avez également des juristes, alors là des vrais, avec beaucoup de nuances, mais la première qui a soutenu cette idée, c'est Marie-Angèle Hermite, qui a dit la biodiversité doit être reconnue comme un sujet de droit, la biodiversité en tant que telle. Sarah Van Uxem dans un ouvrage en 2020 qui également soutient ce point de vue, mais avec un point de vue déjà beaucoup plus nuancé, puisque Sarah Van Uxem dans cet ouvrage en 2020 dit ceci, elle dit oui, il faut absolument reconnaître la nature, les éléments naturels comme des sujets de droit, d'abord parce que ça va faire exploser le système. C'est un peu son idée. Il faut faire exploser le système juridique. Ça va faire exploser le système. Donc c'est bien. Ça sert à rien, mais au moins ça aura cet usage de bousculer, de déstabiliser le système juridique. Judith Rochefeld, avec là également d'autres nuances. François Host en 2020, qui dit oui, on peut accepter la reconnaissance de la personnalité juridique des entités naturelles, notamment lorsqu'on est dans un cadre où il y a des usages anciens, constants, culturels, de liens entre l'humain et le vivant non humain, comme par exemple dans certaines civilisations asiatiques, etc. Sur le terrain, cette fois-ci plus en doctrine, mais sur le terrain, on a des éléments juridiques qui démontrent que cette idée a fait son chemin. Par exemple, dès 2008, dans la constitution de l'Équateur, la Pachamama, donc la terre-mère, est qualifiée dans la constitution comme étant une personne juridique, un sujet de droit. On a le Parlement de Nouvelle-Zélande qui, en 2017, reconnaît la personnalité juridique à un fleuve, le fleuve Wanganui, qui lui reconnaît cette qualité de sujet de droit. On a la haute cour de l'État himalayen de l'Uttarakhand qui reconnaît la personnalité juridique au Gange et au Yamuna. Ce que ne précisent jamais les tenants de cette thèse, c'est que cette haute cour de l'État himalayen, son arrêt a été cassé par la Cour suprême de l'Inde. C'est un détail, mais bon, quand même, en tant que juriste, on est obligé de dire ce qu'il en est. Et puis la Cour suprême de Colombie, en 2018, qui, là aussi, reconnaît la personnalité juridique de la forêt amazonienne. Donc on a, et ça c'est un point fort pour ceux qui soutiennent ce point de vue, on a des actes juridiques, des vrais actes juridiques, et pas seulement des opinions doctrinales, qui défendent ce point de vue et qui l'entérinent dans des décisions juridiques. Et chez nous, sur notre territoire, qu'en est-il? Eh bien, on a plusieurs initiatives, j'en ai évoqué quelques-unes, symboliques et politiques. Alors d'abord, concernant les fleuves, vous avez entendu parler, il y a même un petit bouquin qui est sorti sur le Parlement de Loire, avec la reconnaissance de la Loire comme sujet de droit. J'ai expliqué tout à l'heure que c'était la même chose du côté de la Garonne. Donc il ne faut plus dire la Garonne, il faut dire Garonne, parce que c'est une personne juridique, et donc on l'appelle Garonne par son nom, quoi, directement, comme on dit Martin ou Monteillet. Et en Corse, le Tavignane, il y a un comité qui a été créé pour la reconnaissance de la personnalité juridique du Tavignane. Il y a également cette initiative que j'ai évoquée tout à l'heure, de la reconnaissance de la personnalité juridique des arbres par une déclaration proclamée lors d'un colloque à l'Assemblée nationale.
en 2019 et qui affirme cette volonté. Toutes ces initiatives n'ont pour l'instant aucune traduction juridique. Quand je dis que ce sont des déclarations symboliques, politiques, etc., aucune traduction juridique. Le statut de ces fleuves, la Loire, la Garonne, les Arbres, le Tavignane, n'a pas changé. Leur régime juridique, pour l'instant, reste le même. On en est au stade des déclarations symboliques et politiques. Alors, si on veut avancer sur ce débat, eh bien, il me semble qu'il y a deux pistes à aller visiter. D'abord, le débat est juridique. Et si je commence par là, c'est parce que, à partir du moment où on prétend utiliser les outils du droit, les catégories comme sujet de droit, objet de droit, etc., je me dis que l'opinion de juriste peut être quand même un élément du débat intéressant, puisqu'on fait référence à des catégories juridiques. Mais derrière le débat juridique, il y a aussi un débat éthique sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Alors le débat juridique, eh bien ce débat juridique, il est à deux volets. D'abord, la question est de savoir, est-ce que ça sert à quelque chose de donner la qualité de sujet de droit aux entités naturelles pour réussir à mieux les protéger, puisque c'est ça l'objectif annoncé. Est-ce que ça sert à quelque chose, notamment pour réparer les préjudices écologiques? Alors, ma réponse que je vous livre, parce que la différence entre une conférence et un roman policier, c'est qu'on peut dire qui est mort à la fin, donc tout de suite. Donc ma réponse, c'est non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que on a déjà, dans notre droit, des textes, des procédures qui permettent exactement d'obtenir ce résultat sans passer par la case reconnaissance de la qualité de sujet de droit, et notamment on a les textes de 2016 dans la loi dite biodiversité, la loi du 8 août 2016, dite loi biodiversité, sur la réparation du préjudice écologique. Cette loi a simplement, et c'est quand même curieux, que tous les gens qui parlent de ça n'évoquent pas ce texte. Marine Calmet nous dit dans cette interview au Monde que notre droit n'est pas apte à faire face à la destruction du vivant, affirme la juriste, qui revient sur les entités naturelles reconnues en tant que personnalité juridique. Notre droit n'est pas capable de. Si la loi de 2016 a introduit dans le Code civil un certain nombre d'articles qui prévoient, qui organisent la réparation du préjudice écologique et qui en fixe le régime. Et je pense qu'il n'est pas inutile d'aller voir un peu du côté de ces textes pour voir si les critères dont parle Stone, les critères dont parlent les tenants de cette thèse sont respectés. Alors commençons par les premiers. Je vous rassure, je vais aller vite sur les articles du Code civil, mais je les ai mis à l'écran pour quand même on les ait. D'abord, il y a un article qui affirme le principe. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. Bon, ça ne fait pas de mal, ça pose un principe, mais ça ne nous fait pas beaucoup avancer dans la discussion. En revanche, ce qui nous fait beaucoup avancer dans la discussion, c'est la définition du préjudice écologique telle qu'elle est énoncée à l'article 1247 du Code civil. Irréparable dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant, et voilà la définition, en une atteinte non négligeable. Alors je reviendrai sur le non négligeable. Une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes. Aux éléments, c'est l'arbre, le fleuve, le sol, l'eau, l'air, etc. Aux éléments. Et aux fonctions, c'est toutes les fonctions écosystémiques à travers les relations entre ces éléments. Donc aux éléments et aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement,
par exemple, de bénéfices collectifs, lutte contre l'érosion, capture du carbone, rafraîchissement de l'atmosphère dont on a un peu parlé ces temps derniers et qui peut être utile, etc. Donc, on a là une définition qui montre que ce qui est pris en compte dans ce texte, c'est bien la valeur intrinsèque des éléments naturels, les éléments eux-mêmes, leur fonction écosystémique, et puis c'est vrai qu'on parle aussi de l'homme, mais à travers les bénéfices collectifs, et non pas du tout les bénéfices individuels du propriétaire ou du gestionnaire. Et on peut poursuivre. Articles 1248 et 1249 du Code civil. Pardonnez-moi, là, le diaporama est un peu lourd, mais c'est pas moi qui ai écrit des textes. L'article 1248, l'action en réparation du préjudice écologique, dont on vient de parler, est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements, dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance. Alors je vais revenir sur 2 formules. La première, c'est celle, parce que j'ai oublié de le dire précédemment, qui dit c'est toute atteinte non négligeable. Alors il y a toute une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire non négligeable, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire la bonne foi, et qu'est-ce que ça veut dire le bon père de famille, et qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt de l'enfant. C'est des notions cadres, des standards, qui sont interprétés par le juge à la lumière des circonstances, et on en trouve donc partout en droit, et ça c'est pas très gênant. Mais simplement on a voulu marquer que chaque fois que je tourne la clé de contact de ma voiture et que je mets le moteur en marche, je projette évidemment quelques gaz, même si la mienne est un peu moins hybride, mais je projette quand même de temps en temps quelques gaz, et que voilà, on va considérer que c'est une atteinte négligeable, et que je ne peux pas pour cette raison être traduit devant un tribunal pour préjudice écologique. Bon. Et puis je reviens sur ici cette formule, l'action en réparation est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Office français, etc. Pourquoi ce texte est rédigé comme ça? C'est très 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 curieux. Si vous essayez de l'interpréter, c'est très 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 curieux. Ben, en réalité, parce qu'il y avait 2 thèses au moment du débat parlementaire. Les uns disaient il faut permettre une véritable action populaire. Il faut permettre à tout le monde d'agir. Tous ceux qui veulent agir en réparation du préjudice écologique doivent pouvoir le faire. Et puis il y avait d'autres qui disaient mais vous êtes fous, vous ouvrez les portes du prétoire trop grandes, on va être noyé sous les actions, c'est hors de question. Solution parlementaire, eh bien on met les 2 dans le même texte, et comme ça, on fait semblant de trouver un compromis. Et donc on a cette formule très bizarre, toute personne, telle que l'État, l'OFB, etc. Alors comment l'interprète-t-on aujourd'hui? En gros, on dit, lorsque c'est l'État, l'OFB, les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations, etc., le législateur leur a donné qualité pour agir, et donc elles n'ont pas à démontrer qu'elles ont le droit d'agir, la loi le dit. Et puis en revanche, toute personne qui ne serait pas dans cette liste, il va falloir qu'elle fasse la preuve positive qu'elle a un intérêt et une qualité particulière à agir, et qu'elle explique en quoi elle a intérêt. Voilà ce texte. Je poursuis. La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Ça, c'est très très important, parce que ça démontre une fois de plus que ce qui est pris en compte, ce ne sont pas les intérêts du propriétaire ou du gestionnaire, etc., mais les intérêts de l'entité naturelle, puisqu'elle doit être, si elle a été atteinte, réparée en nature. Et le texte poursuit, si ça n'est pas possible, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement,
affecter, c'est exceptionnel. Dans notre droit, en réalité, en général, les dommages et intérêts ne sont jamais affectés. Vous subissez un préjudice, on vous donne des dommages et intérêts pour ce préjudice, vous allez jouer cette somme au casino, personne ne vous dit rien, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette somme pour réparer le préjudice. Ici, non, on dit il faut que ce soit affecté à la réparation de l'environnement, ce qui prouve bien qu'on a pris en compte ici les intérêts intrinsèques de l'entité naturelle. Je poursuis, mais je vais arriver rapidement à la fin. On a ce texte, alors je l'ai mis dans un grand cadre rouge parce que il est important, indépendamment de la réparation du préjudice écologique, dont on vient de parler, le juge, saisi d'une demande en ce sens par les personnes qui sont listées à l'article 1248, le juge peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser le dommage. C'est donc pas non seulement, ce n'est pas seulement une action en réparation, c'est aussi une action en prévention du dommage qui est causé. Et puis j'ai voulu aller voir ailleurs que dans le Code civil pour voir si cette idée de valeur intrinsèque était prise en charge. Je suis allé voir du côté du droit administratif. Vous voyez comme quoi le droit de l'environnement est bien transversal et on n'a pas à s'occuper de savoir d'où on vient pour développer. Et je suis tombé, mais c'est un parmi tant d'autres, sur cette décision du tribunal administratif de Toulouse en mars 2018, à la demande d'ONG de protection de l'environnement et de la faune sauvage, dont l'action est déclarée recevable par le tribunal administratif engage la responsabilité de l'État pour carence dans la mise en œuvre de la réglementation visant à protéger les ours. Alors là, il s'agit bien de la prise en compte des intérêts des ours et de personne d'autre. Ce n'est pas les propriétaires des ours, il n'y en a pas. Ce n'est pas les gestionnaires des zones dans lesquelles ils vivent ou les collectivités sur le territoire desquelles ils vivent. Il s'agit bien de la prise en compte des intérêts de l'espèce ours. Donc, quand on dit notre droit n'est pas capable d'organiser la protection des éléments naturels, enfin, moi je veux bien, mais ou alors je ne sais pas lire, ou je ne suis plus professeur de droit, même vieux. Et puis il y a un deuxième volet, quand on est dans le débat juridique, qui est de savoir, mais est-ce que cette reconnaissance de la qualité de sujet de droit, ça permettrait, et là on ne s'occupe plus de la réparation, mais est-ce que ça permettrait de régler des conflits ? Est-ce que ça permettrait plus facilement de résoudre des situations conflictuelles ? Et j'ai pris 2 exemples, mais j'en avais plein d'autres. Le braconnier et les lions, ce n'est pas une fable de La Fontaine, c'est une situation en Afrique du Sud en 2018. Un braconnier pénètre dans une réserve en 2018 et 3 lions n'apprécient pas sa venue et le mangent, enfin le tuent. Si le lion est sujet de droit, le braconnier, on est sûr qu'il est sujet de droit. Mais si le lion est sujet de droit, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'on va poser le débat en termes de légitime défense pour les lions. Et est-ce qu'on va essayer de mesurer si leur défense a été proportionnée à l'attaque et savoir si donc ils avaient le droit ou pas le droit de manger le braconnier ? Évidemment, ça n'a aucun sens. Vous vous rendez bien compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Le vrai débat juridique là, il est de savoir, 1, est-ce que les autorités gestionnaires de la réserve avaient pris les précautions suffisantes pour informer des dangers, pour éviter la pénétration sauvage, c'est le cas de le dire, dans la réserve. Est-ce qu'il y a faute de la victime du braconnier qui s'est avancé dans un secteur où il n'aurait pas dû aller sans prendre un certain nombre de précautions, etc.
Bref, c'est ça le débat. Et le débat, il est entre le braconnier et puis les autorités gestionnaires, enfin ses héritiers, parce que le braconnier, lui, il n'est plus là pour en parler, mais les autorités gestionnaires de la réserve. Deuxième exemple. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que la qualité de sujet de droit ne sert à rien dans le règlement de ce conflit. Le loup et les brebis, vous pouvez remplacer loup par ours. Ça ne me dérange pas. Mais comme je viens plutôt de l'Est et que dans le Mercantour c'est des loups, mais si vous voulez qu'on regarde du côté de l'Ouest et des ours, c'est bien aussi. Le loup, les ours et les brebis. Les loups aiment manger des brebis. Si on qualifie ces entités naturelles, les deux, de sujets de droit, est-ce que ça fait avancer le débat sur la cohabitation entre les élevages de brebis et la nécessaire protection d'espèces qui doivent être protégées et qui sont protégées par des textes internationaux auxquels la France est partie. Évidemment, non. Ça ne fait rien avancer du tout. Et si on dit les droits qu'ont ces êtres, ces entités naturelles, sont fonction de leurs besoins biologiques. C'est ça qui est dit dans le discours. C'est qu'il faut que les droits soient définis en fonction des besoins biologiques. Marie-Angèle Hermite dit, évidemment, on ne va pas reconnaître les mêmes droits à un groupe de gorilles qu'à un champ de coquelicots. Bon. On s'en doutait un peu comme ça, mais c'est bien de le dire. Et donc, en fonction des besoins biologiques. Mais si vous demandez à la brebis quel est son besoin biologique en termes de prédation, elle vous dira, moi, c'est 0. Je souhaite qu'il n'y ait pas de prédation de brebis. Et si vous demandez au loup quel est, lui, son besoin biologique, c'est de manger des brebis. C'est un prédateur. Et donc, je veux dire que on nous dit dans ce cas-là, oui, ben, les hommes qui gèrent ces questions vont dire comment va s'organiser la cohabitation. Alors, est-ce qu'il fallait passer par la brebis sujet juridique, le loup sujet juridique, pour dire ensuite c'est l'homme qui décide, vous continuez à manger la brebis et vous essayez de courir vite pour ne pas être rattrapé par le loup. Bon. Enfin, on est quand même dans un discours qui est, à mon avis, complètement hors sol. Et le vrai problème, ce n'est pas la personnalité juridique des entités naturelles, c'est leur gouvernance. C'est leur mode de gouvernance. Et je veux prendre un simple exemple pour montrer que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, avec les arbres. Vous savez que dans le Code civil, il y a des textes qui disent que j'ai le droit, quand je suis sur ma propriété, de couper les racines des arbres du voisin, qui est sur le terrain de mon voisin. J'ai le droit de couper les racines des arbres sans rien demander à personne. Parce que je suis propriétaire du sol, donc du sous-sol, et donc je peux couper les racines et tuer l'arbre. Et puis le Code civil dit aussi, un article plus loin, que si des branches de l'arbre dépassent sur mon terrain, je peux demander à mon voisin de les couper. Je ne peux pas les couper moi-même, je peux demander à mon voisin. Et la Cour de cassation a répété dans des arrêts très récents que c'était un droit imprescriptible et que le propriétaire du sol avait le droit de couper les racines et de faire couper les branches. Alors je dis là, voilà, là il y a un vrai sujet. À mon avis, ce n'est pas en disant à l'arbre qu'il est une personnalité juridique qu'on va résoudre le problème. En revanche, essayons de réfléchir à des modes de gouvernance des arbres en tant qu'entité naturelle, en tenant compte du fait que les arbres ne respectent pas les limites des propriétés et développent leurs racines peut-être en dehors du terrain de leur propriétaire. Et ça existe dans notre Code civil, ça existe. En matière d'eau, je ne sais pas si vous connaissez cela, mais si vous ne connaissez pas, je vous l'apprends, il y a la possibilité pour le juge d'être saisi pour prononcer ce qu'on appelle un règlement d'eau. Il va, en cas de conflit, il va tenir compte des intérêts des personnes en conflit et des intérêts de la ressource naturelle pour, c'est un des rares cas où le juge peut agir, j'allais dire presque pour émettre un règlement, il édicte un règlement
de la gestion de l'eau dans ces circonstances pour dire, voilà, pour tenir compte des intérêts des uns et des autres et de la ressource naturelle, il faut gérer le fleuve, l'eau qui coule, de telle et telle façon. Pour les arbres, on peut réfléchir à émettre ce même genre de solution. Et ça, c'est un discours qui me paraîtrait effectivement utile, intéressant et pas hors sol, qui n'est pas un discours en l'air pour simplement se faire plaisir. Voilà pour le débat juridique. Excusez-moi, je ne veux pas être trop long quand même, mais quand on dit ça, c'est toujours inquiétant. Deuxième volet du débat, le débat éthique, sur lequel je serai plus court, mais qu'il faut quand même rappeler. Le débat éthique, premier point, l'argument de Stone sur l'extension constante de la personnalité juridique n'est pas sérieux. Je suis désolé de le dire aussi à l'égard d'un collègue américain que par ailleurs je respecte, s'il est toujours vivant en tout cas, et bien même s'il est mort, je le respecte aussi. Et cet argument ne tient pas la route. Quand il dit les esclaves, les femmes, les enfants, les sociétés, les associations, ben oui, mais excusez-moi de faire une petite remarque simple, c'était tous des humains. Ce sont tous des humains ou des groupements d'humains. Et donc dire ça a toujours été étendu, ben oui, ça a toujours été étendu, mais ça a toujours été étendu à des humains ou à des regroupements d'humains. Et dire on passe aux entités naturelles, ben oui, non, c'est pas la même chose. On franchit un gap, on saute quand même un fossé qui est important et sur lequel on peut s'interroger. Donc je ne développe pas ce point parce que ça me paraît assez évident. Et la machine me manifeste qu'elle en a marre. Le débat éthique doit aller plus loin. C'est qu'à mon sens, substituer ce qu'on fait en ayant ces positions, une éthique du vivant, en disant il faut que tout le vivant, en ce compris, alors ils vont très très loin, parce que certains disent aussi les montagnes, les rochers, bon, mais enfin, déjà, limitons-nous à ce qui est vivant, flore, faune, substituer une éthique du vivant en mettant dans la même catégorie tout le vivant, à une éthique de l'humain, telle que nous la connaissons aujourd'hui, peut se révéler extrêmement dangereux, car il y a des dérapages qu'on ne soupçonne pas. Je suis désolé de le relever comme ça, mais je suis obligé de le faire. Le soutien apporté à la thèse de la personnification des entités naturelles est très fort chez les militants anti-IVG aux États-Unis. Ce sont les mêmes qui défendent la personnalité juridique des entités naturelles et qui disent il faut interdire l'IVG et qui ont réussi à faire passer cette position à la Cour suprême. Et j'ai entendu, lors d'un colloque sur les droits de l'animal, un philosophe français dire « Mais bien sûr, il faut reconnaître la personnalité juridique des arbres, des ours, des loups, des animaux en général, et le jour où ça sera fait, les femmes auront quand même du mal à nous soutenir que l'embryon n'est pas un sujet de droit. » Donc, je veux dire, réfléchissons avant de mettre le doigt dans cet engrenage. Je ne veux pas prendre une position idéologique particulière, mais réfléchissons. On sent qu'il y a des enjeux qui vont un peu plus loin que ce que l'on essaie de nous dire, et que quand on nous raconte que ça va être, c'est amorcé une révolution démocratique, oui, une révolution peut-être démocratique, j'en sais rien, peut-être dans le mauvais sens, enfin bref, réfléchissons. D'autant que chaque fois dans ces textes, dans ces propositions, il est dit qu'il faut reconnaître des droits aux entités naturelles devenues sujets de droit, il faut leur reconnaître des droits en fonction des besoins biologiques de l'espèce. Mais alors, réfléchissons et interrogeons-nous sur ces lois biologiques qui dicteraient la loi juridique.
ça rappelle des mauvais souvenirs aux plus anciens d'entre nous. En tout cas, voilà. J'étais pas encore né, mais on me l'a raconté. Il y a eu effectivement des régimes sur lesquels les lois biologiques, ou dites biologiques, ont emporté les textes juridiques, et où on a fait des statuts particuliers pour des gens qui appartenaient, soi-disant, à des races particulières. Il y a des glissements. Est-ce que demain, les grands vieillards grabataires, vous voyez, je me préoccupe de mon avenir, les grands vieillards grabataires auront des droits en fonction de leurs besoins biologiques qui seront différents des droits du jeune cadre dynamique? Est-ce qu'on peut réduire les droits humains de personnes handicapées au motif que leurs besoins biologiques ne sont pas les mêmes que... Bon. Alors je ne dis pas que tous les gens qui soutiennent cette position veulent cette évolution. Je dis simplement, attention, si nous mettons le doigt dans cet engrenage, il y a derrière des possibilités de dérapage. Et je termine bientôt en disant qu'après tout, peut-être la vraie radicalité, ce serait autre chose. La vraie radicalité, ce n'est pas de reconnaître que les arbres sont des sujets de droit, mais c'est peut-être de réfléchir à une division tripartite. Car effectivement, il y a de plus en plus d'entre-deux. C'est vrai que la distinction homme, chose, sujet, objet est sans doute aujourd'hui, dans les représentations que nous avons du vivant, pas satisfaisante. Alors on a fait des petits pas. Il est dit dans notre droit, l'animal est un être sensible. Alinéa 2, il obéit au régime des biens. Bon, ça douche quand même. Hein. C'est un être sensible, enfin il est comme ma table. Quoi. Voilà. Donc, juridiquement. Alors, on sent bien qu'il y a un problème. On a du mal à gérer ces entre-deux. Et en 72, dans un article remarquable, Gérard Farjat, alors bon, je termine comme ça parce que Gérard Farjat a été mon directeur de thèse, et donc voilà. Essayer de définir ce qu'il appelait une intercatégorie entre les objets et les sujets de droit, les centres d'intérêt. Et il disait, il y a des centres d'intérêt partout dans notre droit, et il faudrait simplement les reconnaître. Alors je vous en donne quelques exemples. Le cadavre, ce n'est plus une personne. Ce n'est plus une personne juridique, puisqu'il est mort. Et pourtant, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose qu'on peut traiter n'importe comment. Il y a un certain nombre de régimes juridiques qui font qu'on doit traiter la dépouille d'une certaine façon, avec le respect, la dignité, etc. L'embryon, on en parlait à l'instant, ce n'est pas encore, lui, une personne. Mais, néanmoins, c'est une personne en devenir. Et il bénéficie donc d'un régime juridique qui fait que l'interruption volontaire de grossesse est limitée à un certain nombre de semaines, etc., etc. Je change complètement de domaine. L'entreprise. Il y a des spécialistes du droit des affaires. L'entreprise. Je n'ai pas dit la société commerciale. L'entreprise. L'entreprise, ce n'est pas un sujet de droit. L'entreprise, c'est une entité. C'est une entité dans laquelle cohabitent des intérêts contradictoires, le capital, le travail, les fournisseurs, les consommateurs, il y a des parties prenantes, au-delà du capital et du travail, des parties prenantes, etc. Et aujourd'hui, on réfléchit à la façon dont pourraient évoluer les régimes juridiques de façon à prendre en compte les intérêts de ces parties prenantes et à organiser la gouvernance entre ces intérêts. Je pourrais multiplier les exemples de ces centres d'intérêt qui ne sont pas des sujets de droit, qui ne sont pourtant pas des objets, des choses au sens strict, et qui appellent une gouvernance avec des régimes juridiques adaptés. Eh bien, dans cet article, déjà, en 72, Gérard Farjat dit les entités naturelles, les animaux par exemple,
c'est la même chose. On devrait considérer que ce ne sont plus des choses. L'alinéa selon lequel ils obéissent au régime des biens est inadapté. Et pourtant, il faut faire attention, ce ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des personnes juridiques, ce sont des entre-deux qui appellent un régime juridique particulier de protection parce qu'ils ont des intérêts propres, des intérêts intrinsèques qui appellent un régime de gouvernance particulier. Gros soupir de satisfaction. Voilà, j'ai voulu vous parler de ce thème parce qu'il est, encore une fois, de plus en plus à la mode, parce que il est amené à se développer, car je suis persuadé que ces phénomènes de mode, si vous téléphonez à TF1 ou Antenne 2 en disant « est-ce que vous m'inviteriez ou à BFM sur le plateau pour que je vous dise pourquoi il ne faut pas reconnaître les entités naturelles comme des sujets de droit », on vous dira « c'est ça, on vous écrira ». Si vous dites « bonjour, je m'appelle Valérie Cabane, je viens de défendre la thèse des sujets de droit, des entités naturelles sujets de droit », on vous ouvre grandes les portes. Donc je pense qu'il y a un mouvement. Et je pense que c'est une des fiertés et un des honneurs des juristes de soulever un certain nombre de problèmes, à la fois de problèmes techniques, c'était le débat juridique, et puis de problèmes éthiques, parce que le droit n'est pas est porteur de valeur, il doit le rester, et il me semble que ces questions mériteraient un débat moins simpliste, et c'est ce que j'ai essayé de vous apporter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.